Donnons parole aux artistes et créatrices qui inspirent une autre vision du monde. Croyons à la possibilité d'une autre société, plus douce, plus nuancée et plus colorée que celle de l'étouffante domination patriarcale. Les ronces sont là pour ça. Nous ne nous cacherons pas, nous donnerons parole à celles et ceux qui incarnent ce changement. But this time, we will do it by ourselves. To grow up seeing a woman lead our country. And that is why I'm with her. A world in which I could wear whatever I want, say whatever I want, and express my desire however I want without fearing for my physical safety or reputation. That would be the world in which females desire and sexuality. Women's rights is something that's always been something close to my heart. And to know that there are women around the world that don't have a voice, we have to use our voices and raise the awareness. Il y a quelques semaines, je suis allée te voir en concert au Craspec et tu performais avec Aigre Doux. Et la première chose qui m'a plu, c'est toute cette chaleur et cette douceur qui se dégage de votre musique. C'était parfait pour un mardi soir, on se sentait bien. Ensemble, vous avez chanté une chanson qui s'appelle Pour que tu restes et c'est une ode à l'amitié qui m'a beaucoup touchée. Peu de temps après, on s'est rencontrés dans un café et j'ai eu la chance que tu me parles de toi, de ton parcours et de toute cette créativité que j'ai envie de partager avec nos auditeuristes aujourd'hui. Tu as grandi dans la région de Bourg-en-Bresse avec 2 parents qui tenaient un magasin de musique. Tu passais beaucoup de temps là-bas entouré d'instruments et notamment du piano. Tu vas apprendre la musique au conservatoire de Bourg où tu vas rester un bon bout de temps avant de partir étudier à Lyon. Arrivé à Lyon, tu fais quelques études de psycho, mais tu vas vite te réorienter vers la musique en passant par le CFMI pour passer le DUMI. Le DUMI, c'est un diplôme universitaire de musicien intervenant. Dans tout ce parcours, la musique, ça t'aura toujours accompagné, c'est un peu ton exutoire, et tu as commencé à écrire des chansons vers tes 12-13 ans. Aujourd'hui, tes textes nous emportent dans les nuances du genre, de l'amour, de la famille. C'est un répertoire qui est touchant, qui est drôle, et c'est un peu avec une influence de la chanson française qui donne naissance à un militantisme heureux. Bonjour Ali, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc, comme je le disais un peu dans ma présentation, tu as grandi avec des parents qui tenaient un magasin de musique. Donc ça a toujours fait un peu partie de ton environnement, mais comment c'est devenu un truc à toi, quelque chose d'un peu plus intime? Ça, pour devenir un truc à moi, ça a été beaucoup écrire un peu dans mon coin, des trucs que j'avais envie de dire, mais que je pouvais pas dire devant les autres. Du coup, j'ai commencé à écrire des petits textes du haut de mon petit âge, et au fur et à mesure, j'ai écrit de la musique avec mes premières chansons et tout. Et au moment où je me suis senti prêt, en fait, j'ai fait écouter un peu mes musiques à des potes, à mes parents, et ils ont bien aimé. Je m'y attendais pas. Et du coup, c'est un peu comme ça que ça s'est un peu ouvert plus aux autres, en tout cas, au début. Ouais, t'as commencé à écrire hyper jeune. Est-ce que ça t'arrive parfois de relire ou de revoir des textes que t'écrivais à l'époque? Oui, c'est très gênant. Beaucoup de chansons d'amour dont je ne comprends pas la moitié des paroles parce que j'étais amoureux de personne, donc... Ouais, la magie de l'adolescence, mais tu faisais genre piano, guitare, tu t'accompagnais ça comment? Je faisais piano, chant du coup. Ok. Et est-ce que tu te souviens un peu ce que t'écoutais à ce moment-là dans ta vie? Les artistes qui ont pu t'influencer dans ton style? Ah ouais, à l'adolescence, j'ai beaucoup écouté Ed Sheeran. Ok. De base. Son album X, je l'ai poncé à fond. C'est ce qui m'a fait me remettre à la guitare. Parce que j'avais essayé un peu la guitare quand j'étais petit, mais vu que j'étais un gros flemmard et que je travaillais pas beaucoup, j'écoutais beaucoup les One Direction. Ah, t'as eu ta période One Direction? Ouais, au lycée en plus, c'était plus tardivement. Moi, je pensais trop que t'allais me dire vraiment plus des rêves de chansons Et françaises, non, tu même vois. pas. J'étais très Ok. chanson internationale, enfin plus anglaise et américaine de base. Et après, je me suis plus ouvert à la chanson française. Mais en vrai, c'était plutôt adulte, la chanson française. Je crois que tu m'avais dit t'écrivais en anglais aussi, en fait, quand Oui. t'étais plus jeune pour tes chansons. J'écrivais qu'en anglais et j'ai commencé à écrire en français, je pense. Enfin, j'avais 2-3 trucs en français, mais j'ai vraiment écrit en français en devenant adulte, quoi. Vu que t'as toujours un peu écrit, à partir de quand, genre, Noali, c'est vraiment né? Noali, c'est à partir de 2022. Ouais. Et du coup, c'était au Café Rosa, premier concert où j'ai vraiment fait naître un peu ce projet-là. Et depuis, ça ne m'a plus quitté. Au concert du Craspec, franchement, j'ai aimé toutes tes chansons. Il y avait plein de tons et d'émotions différentes. Il y en a une où j'ai quand même beaucoup souri.
C'est pour une histoire que tu racontes en plusieurs chansons. Ça parle un peu d'amour à sens unique. On peut un peu tous se reconnaître là-dedans. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Yes. Alors c'est histoire d'amour à sens unique, mais pas vraiment, dans le sens où c'est genre une histoire d'amour qui s'est terminée pas comme prévu, quoi. C'est plutôt ça. Ok. Et du coup, ben ouais, il y avait plusieurs chansons. Il y en a une qui s'appelle On s'écrit et ça parle de deux personnes qui s'écrivent des lettres et d'une relation qu'on comprend un peu polyamoureuse, mais pas très bien établie, quoi. Genre en mode les règles sont pas claires et c'est pas très net. Et où, ben, du coup, le personnage principal il est un peu en mode on fait quoi? Je sais pas, je suis perdu. Toujours un peu dans l'attente, en fait. C'est ça. Et puis après, du coup, la deuxième partie, c'est On se remet de tout, où là, c'est vraiment plus. Il y a eu rupture, quoi. Genre, on comprend que l'histoire est finie, mais que ben, ça va passer au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé écrire juste la première phrase de la chanson en mode je pensais que t'étais ma personne, mais j'étais pas la tienne. Enfin, c'est vraiment ce truc de. On en rigole un peu après, mais sur le coup, Sur le coup, c'est pas top. ouais, on rigole pas trop. Mais j'ai bien aimé pendant le concert parce que tu faisais une chanson qui parlait de ça, puis après il y en avait une autre, puis après tu revenais un peu sur l'histoire, donc c'était vraiment super chouette comme moment. Ah, merci. La deuxième chanson, franchement, que j'ai le plus aimée. Alors, je sais pas si elle se nomme comme ça sur les plateformes, mais dans le refrain, c'est J'aime pas les hommes cis. J'ai vraiment trop aimé parce qu'il y avait un côté un peu plus parlé sur une prod assez pop. Et ça ajoute franchement du fun sur ce que tu racontes. Et tu mets vraiment bien en mots le sexisme ordinaire, ce côté genre vraiment boys club du quotidien. Et je me demandais comment tu avais écrit cette chanson, quand est-ce que tu l'as écrit et qu'est-ce qui t'a fait allez, vas-y, maintenant j'en ai marre. Et ben ça date vraiment de 2022 pour le coup. Ok. Et j'étais sur TikTok, je scrollais pendant des heures et des heures, et j'ai vu un gars, sa photo de profil, c'est littéralement ce que je dis dans la chanson, sa photo de profil c'était Norman avec une moustache d'Hitler. Ah ouais, d'accord. Et je me suis dit, oh non, mais encore un troll insupportable, quoi. Et le gars, il venait commenter des vidéos de personnes trans et tout, en mode gros rageux. Et Ouais, en j'étais là mode il a que ça à foutre, quoi, le mec. Ouais, Ouais. vraiment, ça m'a trop saoulé. J'étais là en mode. Et j'ai tout écrit d'un coup en mode c'est bon, j'écris tous les trucs qui me saoulent. Ah ouais, t'as fait un one-shot d'écriture, parce que Ouais. franchement, elle est vraiment très très chouette. J'ai été inspirée. Mais je crois que, parce que du coup, je vais méga écouter ce que t'as déjà mis sur Spotify, même s'il n'y a pas tout. Et sur Spotify, elle s'appelle pas comme ça, je crois. Ouais, elle s'appelle Zom 666. Ouais, exactement. Ce qui est pas mal aussi. Bah, il y a le côté je voulais pas faire une incitation à la haine non plus. C'est pas très autorisé par la loi. Et puis en plus, bah, je trouvais que c'était plus marrant de l'écrire, genre je l'ai écrit avec un Z et tout, genre en mode 666, le diable, tout ça, tout ça. Ouais, c'était surtout de faire un ras-le-bol. Et puis, quand on est une personne sexisée ou une personne trans et tout, on sait toutes ces choses-là Ouais, bien sûr. du sexisme ordinaire. Et du coup, c'était vraiment juste se dire j'ai besoin d'un petit jingle pour rigoler, quoi, au milieu de Ouais, tout ça, mais quoi. franchement, bon, le jingle est vraiment trop fun, mais même le texte et puis un peu la mise en scène sonore, je la trouve trop kiffante, quoi, parce qu'il y a des moments dans ta chanson où il y a vraiment une voix de mec qui dit vraiment une banalité, genre hyper sexiste, et j'étais là en train de me dire, mais on peut tellement se reconnaître tous dedans. Ça apporte de la légèreté à des trucs qui peuvent être un peu violents dans le sexisme, donc j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Pour le coup, c'était ma voix de l'époque autotunée en dessous, donc c'est rigolo. Au concert, tu as aussi chanté Sapobla, Oui. qui est un tout autre style, hein, on est plutôt dans un piano-voix, avec pour refrain que c'est bon d'être soi. Ça signifie quoi pour toi, ça? Cette chanson, en fait, c'était un peu une petite carte postale quand je suis partie en vacances. Mmh. Je suis partie avec ma famille qui est toute décomposée, recomposée. J'ai 2 adelphes du côté de ma mère et j'ai 3 demi-frères du côté de mon beau-père. Donc on part tous ensemble. Et mes adelphes, on a à peu près le même âge. On a entre genre 25 et 21 ans. Et mes demi-frères, ils ont entre 15 et 18 ans, quoi. Donc ils sont en pleine adolescence. Et moi, quand j'ai commencé ma transition, bah, je me suis retrouvé au même stade que ceux qui ont 15 ans, quoi. Qui vivent leur puberté, ouais. C'est ça. Et je me suis... Enfin, vraiment, on se voit, on a les mêmes trucs, genre la barbe qui pousse en même temps, l'acné et tout. Genre, je suis en mode, waouh. On est ensemble. C'est ça. Et du coup, bah, on est allé dans un petit village qui s'appelait Sapobla. Et c'était vraiment ce truc post-transition de ben voilà, maintenant je peux être moi-même et tout, et c'est libérateur, quoi. Ouais. Et de vivre ma puberté en même temps que mes demi-frères, ben ça avait un petit côté rigolo.
Petite parenthèse, mais est-ce que tu peux donner la définition d'Adelphes? Parce que peut-être qu'il y a des Yes. auditeuristes qui ne savent pas. Et ben, Adelphes, du coup, ça vient du grec Adelphos, qui veut dire les enfants d'une même mère. Donc, ça peut être les frères, les sœurs et les personnes non binaires aussi, mais d'une même mère. Ok, merci. Pas de souci. Il y a une dernière chanson où j'aimerais bien connaître l'histoire aussi. C'est celle qui s'appelle Pluie de lacrymo. Je sais pas si c'est vraiment son titre final, mais en tout cas, quand tu l'as chanté au Craspec, c'était ça. C'était un peu plus politique, donc j'aimerais bien que tu nous en parles. Et ben, ça, c'est une chanson que j'ai écrite au moment des élections cet été. Pour les législatives? Oui, pour les législatives, où ben, c'était quand même tendu. Légèrement. Légèrement. Il y avait plein de choses qui se passaient en même temps. On voyait vraiment une montée de la haine vis-à-vis des minorités. Et moi, je la sentais vachement vis-à-vis de mes proches qui sont LGBT, des personnes racisées que je côtoie aussi. Et genre, vraiment, on voyait que ça montait, ça montait. Et avant les législatives, il y a eu la Pride à Lyon. Et autour de moi, en amis ou amis d'amis, je crois que j'ai compté 13 personnes qui ont subi des agressions physiques ou verbales. C'était vraiment énorme. Pendant la Pride? Oui, Ah pendant ouais. la Pride, ou genre la même semaine que la Pride. Et on parle de se faire caillasser à l'arrivée de la Pride. Ouais, il y a une banalisation de la violence, qui était déjà là, mais qui est encore plus présente. Ouais. Ouais, vraiment plus présente, des œufs, enfin genre plein de trucs. Et en fait, du coup, on allait pas mal en manif et tout. En plus, il y avait aussi les manifs vis-à-vis de la Palestine, tout ça, tout ça. Et en fait, avec mon ex, on se promenait pour rentrer chez moi. Et il y a une porte en verre à l'entrée de mon immeuble. Et on s'est embrassé dans l'immeuble, et il y a un mec qui a donné un coup de pied dans la porte en mode je vais En vous mode casser la gueule. acte de haine, quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup, moi je le regarde, je lui fais un doigt d'honneur en mode bah tu vas faire quoi? Enfin, genre il y a une porte. Sauf qu'en fait, il a pété la porte d'entrée. Et j'étais là en mode je vis là depuis 2 ans, jamais j'ai vu des trucs comme ça. T'as porté plainte ou pas? Et bah justement, c'est à la suite de l'histoire. C'est genre, du coup, le gars rentre dans l'immeuble et tout, et je me dis, oh là là. Enfin, genre là, d'un coup, on se décompose un peu avec Bah, mon t'as ex. peur de ouf, normal. Et il dit, d'où tu me fais un doigt d'honneur et tout. Je sais pas, tu nous vois, tu tapes dans ma porte. Enfin, c'est quoi ton problème? Et le gars dit, ouais, moi, je voulais juste savoir si vous êtes PD, j'habite Mais ici quoi? et tout. J'étais en mode, t'habites ici, c'est pour ça que tu casses la porte pour rentrer? Non, mais c'est tellement du mytho. Et puis même, Mais oui. genre, je Et veux alors? savoir si vous êtes PD, puisque j'habite là, mais ça Mais n'a oui. aucun sens. Et du coup, je lui ai dit, ah bah ok, on s'est mal compris, bonne soirée. Et il a fait, ouais, bonne soirée. Et il est parti. Du coup, je suis allé au commissariat, mais de base pour faire ma procuration, et je me suis dit, je vais peut-être leur en parler pour voir ce que je peux faire. On croit un peu à la police parfois. Et la policière sur qui je suis tombé, je lui explique, elle m'a dit, ouais, faut que vous appeliez votre régie pour faire changer la porte. Et je lui dis, et pour l'homophobie, on fait quoi? Non, mais tellement MDR, attends, mais. Et elle m'a dit, je sais pas, à la limite, vous pouvez poser une main courante. Mais au début, elle m'a dit, mais quoi l'homophobie? J'étais là, il nous a traité de PD, enfin, genre. Attends, t'es là, tu lui racontes la scène, elle voit rien de violent, en mode, c'est Rien pour ça que d'homophobe, en la tout cas. personne vient à la police, quoi. Oui. Non, mais. Et du coup, il y avait tout ça qui montait, et j'ai eu quand même Alors bien qu'on peur. va pas se mytho. Si la situation, elle avait été autre, genre, je sais pas, un mec blanc, hétéro, un petit vieux, tu vois, qui a la bonne tête, il racontait ça, c'était sûr que la meuf, elle allait prendre la main courante. Enfin, ça aurait été logique, tu vois. Là, Ouais, il y a trop de discrimination. Enfin, Et ouais, et tout ça qui se passait, et du coup, ça a fait cette chanson-là, parce que, en fait, avec mon ex, on s'est mis à avoir super peur. Enfin, c'était un peu ce truc, on en a parlé ensemble et tout, et genre, on se disait, mais en fait, on peut même pas marcher dans la rue. ouais, puis je me souviens qu'à cette période, on sentait méga la tension monter parce qu'il y avait eu les européennes avant. Oui. Et où là, Bardella, il avait fait un score incroyable. Et entre les européennes et le premier tour des législatives, il y avait genre 1 mois, je crois, un truc Oui. comme ça. Et du coup, on était tous là au départ en train de rigoler un peu, de se dire haha, le RN va pas passer. Et en fait, plus on avançait, plus il y avait vraiment cette angoisse un peu sociale quand même. Donc, De fou. La chanson, elle résonne encore plus, parce que à cette époque, quand je l'ai écrit, j'étais là en mode, je décris un peu ce qui se passe, quoi. En gros, on est dans des manifs, c'est le bordel, la planète est en train de brûler, et on panique, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Et il y a une phrase à un moment où je dis, est-ce que c'est ça que sentait la rue en 1933? Et je me suis dit, c'est peut-être un peu abusé quand même. Genre, quand je l'ai écrit, je me suis dit, non, mais
c'est violent, mais genre, on n'en est pas là non plus et on n'a pas des nazis, Mmh. quoi. Et genre là, quand je l'ai rechanté au Craspec, j'étais là en mode, bah, Bon, on a des nazis finalement, hein, maintenant. 6 mois plus tard, tu es en mode: «Ouais, ça peut passer, quoi». Oui. Mais oui, j'imagine, tu vois, genre, moi, de ma place, je ressens ça et puis, j'ai des amies, lesbiennes, ben, être dans la rue, se tenir la main, s'embrasser, c'est pas du tout un truc qui leur paraît safe et c'est vrai qu'on est quand même dans une époque hyper réactionnaire donc malheureusement, c'était pas que la période des législatives Mmh. où là, toutes les minorités et la team LGBT, elle a commencé à se sentir en danger. C'est trop important de s'informer et de militer pour ce qui se passe politiquement aujourd'hui quand même. Oui, carrément. Tes chansons, c'est le témoignage des questions de genre. Et on est une génération qui a grandi sans représentation de la fluidité de celui-ci. On était encore un peu dans la pop culture des années 2010, qui s'avère quand même super sexiste. Mmh. Et à partir de quand, dans ta vie, tu as pu un peu parler de ce que tu ressentais ou que tu as été dans un environnement qui t'a permis de verbaliser tout ça? Ben, du coup, assez tardivement au niveau du genre. Je pense que j'avais 22 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc, en fait, ça fait pas si longtemps, ça doit faire 3 ans. Mm. Depuis plus tôt, je me posais des questions sur mon genre et tout, mais je les mettais un peu de côté. Puis j'étais en couple hétérosexuel Mm. et il y avait tout ce truc où j'avais l'impression que ces questions-là, elles avaient pas trop leur place. Puis j'avais aussi des choses à traiter de mon côté. Mm. J'ai l'impression qu'on a un peu le... Enfin, je dis on alors que ça me concerne, mais je fais des généralités. Et tu sais qu'il y a un peu l'idée que on doit connaître son identité ou on se rend compte de son identité hyper jeune, tu vois, genre Oui, fin enfance, début adolescence, alors que c'est vrai que toutes les personnes queer aussi que j'ai rencontrées, finalement, pour l'instant, le coming in, il était quand même assez récent, donc c'est tout un parcours et un chemin de vie. Est-ce que tu penses que si tu avais eu des représentations plus tôt, tu aurais pu aussi faire ce chemin-là plus tôt? en vrai, je pense que oui. Ouais. Moi, j'ai commencé à me poser des questions vis-à-vis de la non-binarité et tout de base. Et j'ai entendu parler de personnes non binaires, j'avais 20 ans, quoi, donc Hmm. si tu sais pas que ça existe, tu peux te dire: «Ouais, je me sens juste un peu bizarre parfois, mais il y a pas de mot pour ça, donc je dois avoir un problème, quoi», enfin. Hmm. Et ouais, le fait de enfin, en plus, la première représentation de personnes non binaires que j'ai eue, c'était un mème, qui circulait, genre, c'était une personne, non binaire sur un plateau qui était interviewée et il y a quelqu'un qui lui dit: «Vous, par exemple, vous êtes un homme?» Il fait: «Ben non, je suis pas un homme, je suis une personne non binaire» et tout le monde était là: «Ha ha ha, trop drôle et moi je suis un hélicoptère, hi hi hi». Et je m'étais retrouvé à débattre, avec des gens en disant: «Bah non, mais si la personne elle dit qu'elle est comme ça, enfin genre, En quoi ça vous dérange, en fait? c'est ça». Mais par contre, hyper fun que ce soit sur un mème Ouais. que tu entendu parler de la non-binarité. Vraiment. Bah, du coup, la personne était devenue un mème, mais c'était un peu à son insu, quoi. Ouais, bien sûr. Et tout le monde était là, haha, vraiment, ils savent plus quoi inventer, hein. Et je en «Ah, Il y a une BD qui s'appelle Genderflu yes». et c'est vraiment trop, trop bien. Hyper chouette pour comprendre un peu cette question de la non-binarité. Donc, je conseille de la lire. On mettra la petite ref dans la description. Du coup, ouais, c'est à quel moment que tu as commencé un peu ta transition? Je considère que ma transition, elle a commencé quand j'ai fait mon coming out non binaire. Vraiment le choix de, commencer à prendre des hormones et tout. Août, 2023, un truc comme ça, donc assez récemment. C'était pas un moment où tu sortais d'un concert avec Julie Yes, slash Aigre Douce? Ouais. ouais, ben, du coup, ça, c'était, mon coming out, non binaire à l'époque. C'était pour, Y aller était une voix, organisé par le Conteur sans histoire. Hmm. Et du coup, ben, j'avais lu un texte et tout, et à la fin, j'avais dit, genre en mode, enfin, dans le texte, c'était en mode, Noah, c'est Yel, Noah, c'est moi. Et genre, il y avait Ego Douce, du coup, et aussi Diana, une copine qui était là. Et Hmm. ils étaient là en mode, en mode, Ouais. t'as changé de prénom ou quoi? J'étais là, non, non, j'ai pas changé de prénom, mais t'as changé de pronom, ouais. Trop mimes. C'est vraiment trop chou, en mode, waouh, c'est trop badass et tout. J'étais Hmm. là, vous êtes trop mignons. Et ouais, c'était ce moment-là de me dire, bon, ok, je suis pas exactement ce que les gens pensent que je suis. Je sais pas trop ce que je suis, mais T'arrives déjà à verbaliser 2-3 choses, ouais. ouais, il y avait 2-3 trucs qui commençaient à être plus clairs de ce côté-là. Et après, ben, du coup, la vie avance et j'ai eu un amoureux qui était, du coup, un mec trans, enfin une personne trans masque. Ok. Et en fait, le fait de le voir avancer dans sa transition et tout, ben,
ça m'a trop donné envie. Enfin, en fait, j'ai testé plein de pronoms, de manières de me genrer et tout. Mmh. Au début, du coup, je faisais yel et elle et j'étais là en mode: «Non mais c'est OK, si vous faites pas trop yel, je sais que c'est compliqué», Ah ouais, en mode trop pédago avec c'est les ça. gens. Ouais, d'accord. Et du coup, les gens faisaient que me dire elle et s'en foutaient complètement. Ouais. Après, j'ai tenté que Yel. C'était compliqué parce que du coup, il y a quand même des gens pour qui c'est galère. Et notamment, j'ai une de mes sœurs qui est dyslexique et elle était là en mode vraiment, je fais l'effort, hein, mais je te jure, j'arrive pas. Et j'étais là en mode je comprends. Parce qu'il y en a après aussi, c'est vraiment une question d'habitude, quoi. Oui. Mais il y a un moment donné, il faut aussi faire l'effort, quoi, de prendre cette habitude-là, quoi. Je trouve qu'il y en a parfois, Ouais, ils font pas trop l'effort ils non essayent plus. pas assez, ouais. Et après, du coup, j'ai tenté Yel et Il. Et c'est à ce moment-là que j'étais avec cet amoureux-là qui me disait plus Il. Et j'étais là en mode, j'aime bien quand même quand on dit Il. Et puis, je voyais que lui, il prenait de la testo et ça me donnait trop envie d'essayer aussi. Mais j'avais super peur pour ma voix parce que ça fait bouger la voix. J'allais t'en parler après, ouais. Et au final, j'ai quand même voulu commencer. Genre, j'y réfléchissais depuis un moment, puis j'en ai parlé à ma famille. Ma mère était dans tous ses états. Elle me disait: «Mais ta voix, c'est ton identité, tu te rends compte et tout». Ah ouais, c'était juste pour ta voix qu'elle avait Ouais, peur? Genre, après, elle était en mode pas du tout surprise, elle a juste dit: en «Ouais, mais vrai, ta voix». non, il y avait pas que ça, mais elle me disait en gros que, quand elle était ado, elle avait fait des choix qu'elle aurait pas aimé faire en grandissant Mmh. et qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui dise, «Prends le temps de réfléchir, quoi, avant de faire ça». Et je lui ai dit: «Alors oui, j'entends, mais j'ai 23 ans, je ne suis pas un ado. J'ai un master, je travaille, enfin genre, Oui, puis tu tes propres expériences de vie aussi c'est et ça. pour le coup, ce genre de décision, ça t'est intime, quoi, donc Oui, ça te regarde que toi, quoi. exactement. Mmh. Puis je lui ai dit: «Par contre, je peux comprendre que tu aies peur parce que tu connais pas d'autres personnes trans et Mmh. que tu sais pas comment ça fonctionne et tout et si tu veux, je peux te montrer des trucs, te parler d'autres gens». Je lui ai envoyé plein de comptes Insta et tout et elle les a suivis, enfin Ah, trop chou. trop mignon. Et après elle a compris et maintenant ça se passe très bien, mais je pense qu'elle Mmh. avait peur que je prenne une décision que je regrette après quoi Ouais. et j'ai pas regretté au final. Mmh. On va faire un petit point pédago Yes. sur le parcours des personnes trans parce que moi, j'étais quand même hyper naïve de croire qu'il y avait des structures, déjà super, intégrées dans le milieu médical et qui veillaient autant sur la santé physique que mentale quand tu fais, tout un process de transition. Mais tu m'as bien dit la dernière fois que ça se passait quand même pas vraiment comme ça dans la vraie Oui, vie. malheureusement. Donc est-ce que tu peux nous expliquer les étapes entre le moment où tu t'es dit: «OK, je vais rentrer dans ce processus» et le moment où ça s'est vraiment passé, quoi? Il y avait quelque chose de concret? Et du coup, je me suis dit: «OK, je veux prendre de la testostérone. Comment je fais?» Donc je fouille internet de OK. long en large. J'en parle avec, mon ex de l'époque qui, lui, avait commencé en pirate parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais c'est ce qu'on m'a dit, ouais, quand on a fait, une interview avec Nuno. Effectivement, il m'a expliqué qu'en fait, la plupart du temps, c'était en mode, méga pirate, quoi. Oui, c'est des personnes qui ont, en gros, une ampoule de testostérone, ça fait genre, 1 centilitre Mmh. et il y a très peu de gens qui s'injectent 1 centilitre complet. Donc du coup, il en reste toujours un peu dans l'ampoule. Donc bien sûr, s'il y a des personnes qui font ça en pirate parce qu'elles ont pas le choix et tout, prenez au moins une seringue par personne. Genre, c'est Mmh. hyper important de faire attention, aux risques et tout, de contamination par le sang, tout ça. Mais du coup, ouais, beaucoup de gens commencent en pirate et moi je me suis renseigné et j'ai vu qu'il fallait une ordonnance, d'un ou une, endocrinologue qui s'occupe des hormones et tout dans le corps. Ouais. Donc du coup là, il faut trouver un ou une endocrinologue. Donc tu cherches sur Doctolib, tu vois qu'il y en a genre 2 et qu'il y a de la place dans 1 an et demi. Et en Heu, plus, faut qu'il ou elle soit safe, avec les personnes trans, quoi. Tu t'en fiches. En général, Ah ouais? ouais, tu te dis, OK, «Si je veux mon ordonnance», OK. donc du coup, en soi, tu peux en parler un peu autour de toi, tu vois? Il y a tous les queers de Lyon vont chez 2-3 endocrinologues, donc on sait vite, ce qu'il faut dire et si elles Bah, sont du coup, safe c'est ou pour pas. ça que tu pas de rendez-vous avant 6 mois, quoi. C'est ça et maintenant, c'est légal d'obtenir une ordonnance par un médecin généraliste, même une première ordonnance pour la testo, OK. mais il y a plein de pharmacies qui le savent pas, parce que ça fait qu'1 an que c'est légal et du coup qui refusent de délivrer la testostérone si tu pas une première ordonnance d'un endocrinologue. OK. Donc moi, du coup, j'ai réussi à avoir un rendez-vous et truc de dingue, j'avais activé l'alerte sur Doctolib en mode: «Un rendez-vous se libère, venez», tout ça Mmh. et j'ai eu un rendez-vous genre 2 mois après parce que quelqu'un s'était désisté. Trop le feu. Donc au mois de septembre, je vais chez l'endocrinologue. Elle me enfin,
On m'avait dit sois bien masculin quand tu y vas. Genre. Joue bien ton rôle. Exactement. Genre. Donc vraiment, j'étais un gros cliché. J'y suis allé en jogging. Tu nous as fait un mascu en fait. J'ai fait un gros mascu. Je me suis dit, ok, je me tenais comme ça dans la salle Ah, tu d'attente. fais du et tout. mansplaining et tout. Ah ouais. Genre vraiment manspreading à fond, genre, avec le binder et tout. Enfin, voilà. Ça devait être drôle quand même. Et on m'a dit, il faut pas que t'hésites parce que sinon, genre, c'est mort, on va te redonner un rendez-vous plus tard et tout. Donc j'étais là en mode, ben bonjour, je suis un homme trans, je veux prendre de la testostérone. Et l'endocrino, bon ben d'accord, pas de souci, donc on va regarder ce qu'il faut faire. Elle m'explique les trucs, elle me demande si j'ai des questions. Elle était trop safe. Ouais, elle était safe. Ouais, en c'est vrai. cool. Et elle m'a donné une batterie de tests à faire du coup ben, pour checker tous les trucs de santé, voir s'il n'y a pas un souci, si je produis pas plus déjà de testostérone que la moyenne. Oui, qu'il n'y ait pas un dérèglement hormonal qui soit trop dangereux, quoi. C'est ça. Et du coup, rendez-vous 1 mois plus tard. Donc t'es là comme ça pendant 1 mois en mode ah mon ordonnance. Et 1 mois plus tard, du coup, elle m'a donné l'ordonnance. J'étais Tu devais être trop top de ma heureux. vie. Ouais, tu m'étonnes. J'ai fait 1 heure de trajet dans Lyon parce que j'étais, je sais plus, vers Grange-Blanche et je suis allé à l'autre bout de Lyon pour récupérer une ampoule de testo parce que c'est souvent en pénurie en plus. Ah ouais, ok. Et du coup, j'ai réussi à choper tout ce qu'il fallait. Et après, c'est mon ex qui m'avait fait ma première inject. Et Ouais, c'était j'allais un dire, est-ce trop que beau t'étais moment. solo ou pas pour ta première inject, mais c'est trop cool. J'étais en mode, c'est Ouais, le c'est meilleur un jour de moment ma vie. qui t'a marqué et en vrai hyper libérateur, quoi. Ouais, de fou. C'est trop cool qu'il y ait quand même ce truc de... En vrai, c'est pas suffisant, mais quand même, les choses avancent qu'en France, on puisse avoir accès à ça, même si ça devrait être beaucoup plus démocratisé, mais aussi de savoir qu'à Lyon, il y a quand même une safe place pour être prise en charge là-dessus, quoi. Et de Oui. pas forcément faire ça tout seul de son côté, quoi. Oui, bah, je crois qu'effectivement, il y a 2-3 endocs et Ce qui est clairement pas suffisant. ouais, Enfin, on clairement va pas pas. se mentir, mais ouais. Mais c'est surtout que tout le monde n'est pas safe, effectivement, et il y a des dingueries des fois. Du coup, c'était il y a un an, un peu plus d'1 an que tu as commencé ta transition. Ouais, ça fait un peu plus d'1 an et demi, je crois. Et comment ça s'est passé? Déjà, professionnellement, enfin, il y a 2 choses qui me viennent. Je me dis déjà au niveau de ta voix, Oui, bah oui. parce que tu as dû avoir, enfin, tu as dû muer à un moment donné. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là, pour le chant, pour, enfin, tu as dû réapprendre en vrai quand même à trouver un peu tes Oui. skills vocaux? Bah, c'était super. Comment dire? Déjà, j'avais hyper hâte. Et les premiers mois, il y a rien qui bouge. J'étais là en mode, mais regardez, j'ai un poil sur le torse, là, je le vois, regardez. Genre vraiment comme les ados. Et, et en fait, la voix, elle baisse vraiment petit à petit OK. au début. Et après, en fonction des gens, il y a des gens pour qui c'est vraiment genre très linéaire et tout, ça va tranquille. Et il y a des gens pour qui c'est du jour au lendemain, salut, tu me passes les cheveux à pic. Et du coup, moi, ça a été au début un peu linéaire. Et après, 4e mois, ça a bien baissé. 5e mois, 6e mois. Et là, ça s'était stabilisé. Puis là, ça se remet à baisser un petit peu. OK. Donc, ça dépend vraiment C'est des un peu gens. variable. Et ouais, la mue avec le chant, bah, c'était compliqué parce qu'en plus de ça, du coup, je fais de la direction de chœur et je Ouais. donne des cours de chant. Ouais. Et avant, je donnais tous mes exemples et tout. J'étais là, ouais, tu chantes comme ça et tout. Et là, j'étais là, ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Je te jure, c'est la bonne technique. Vraiment, je suis un bon prof, hein, promis, promis. Mais ouais, c'était un peu complexe au début, mais au fur et à mesure, ben, j'ai regardé énormément de vidéos YouTube, de trucs sur TikTok, Insta et tout. Ah bah merci les réseaux, visiblement. Franchement, il y a des trucs où ça aide vachement. Bah, c'est vraiment la communauté qui aide parce que, en fait, il y a des orthophonistes qui sont spécialisés. J'en ai vu une qui est trop OK. chouette, spécialisée sur le chant et aussi la voix parlée. Je savais pas que les orthophonistes, ils faisaient ça. Ouais, et OK. c'est pas, je crois pas que ce soit tous les orthophonistes qui le font, mais en l'occurrence, là, la personne que je voyais, elle a vu plein de personnes trans et tout, et elle était très safe. Et par contre, ouais, sinon, niveau prof de chant et tout, il y a pas grand monde qui connaît ces conditions-là. Ouais, bah j'imagine, hein, franchement. Moi, je vois juste les profs de chant que j'ai connus dans ma vie. Et je me dis, à mon avis, tu leur parles de ça, mais ça bug dans leur cerveau. Genre vraiment, je pense Vraiment. qu'ils seraient incapables de te répondre parce qu'ils n'arriveraient pas à mettre une relation logique dans ce que tu leur racontes. Donc c'est quand même cool si tu arrives à trouver des personnes qui sont sensibles à ça et qui s'adaptent, quoi. En France, je connais, enfin sur les réseaux, enfin pas directement en personne, mais 2 personnes qui font de la ressource sur ça.
dont une personne qui est orthophoniste et coach vocal et une personne qui est coach vocal. Et sinon, c'est que des personnes aux États-Unis ou Ok. au Canada. Ah, là-dessus, ils sont vachement plus avancés C'est des qu'en personnes Europe. concernées en fait la plupart du Ouais, temps. oui, c'est aussi ce que j'allais dire, c'est que en fait, tant qu'on n'en parle pas, on va pas se poser la question et bon, tout ce qui est un peu hors système, on va pas s'adapter quoi. Donc peut-être qu'aussi en France, on est vachement à la ramasse quand même pour ce genre de choses dans l'enseignement artistique. Puis il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut plus chanter après avoir pris de la testo, que genre c'est Ah ouais? impossible. Ouais, enfin c'est un truc qui revenait beaucoup quand j'en parlais justement avec des personnes transmasques et tout, qui me disaient mais moi j'ai peur de plus pouvoir chanter, donc je prends pas de testo alors que ça me Ah rendrait heureux, sérieux? mais j'ai peur de plus pouvoir utiliser ma voix comme je veux et tout. Et en fait, tu peux toujours chanter, c'est juste que ta voix, elle est différente. Et en vrai, même les aigus, quand je les bossais avec l'orthophoniste et tout, elle me disait, il y a des personnes que je connais qui ont gardé leur tessiture aiguë, ça revient au fur et à mesure avec des exercices et Hmm. tout, et qui ont eu des graves en plus. Donc en fait, leur voix maintenant, ils peuvent faire beaucoup plus de trucs avec et tout. Ouais, c'est accepter l'idée que de toute manière, elle sera différente et qu'il faudra que tu réapprennes quelque Oui, chose quoi. Et de pas trop avoir peur de ça, mais ouais, c'est dommage qu'on soit là dans l'idée, ah ouais, si je prends de la testo, je vais perdre ma voix et du coup, par peur, t'enclenches pas un process alors que c'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est oui. une fausse idée. Dans ton environnement perso ou pro, le moment où t'as fait ta transition, ça a été en mode, ok, pas de souci, genre assez doux, ou t'as eu quand même un environnement qui était genre pas hyper safe? Globalement, j'ai l'impression que ça a été assez doux Ouais. avec le recul, mais il y avait toujours des petits trucs pas très safe. Dans mon environnement perso, c'était quand même très, très pipou et tout. Hmm. Ma mère a mis un peu de temps à comprendre, mais une fois que ses craintes étaient un peu, genre plus calmes, il n'y a pas eu de souci. Mais c'était de l'adaptation un petit peu. C'est ça. Ouais. Et par contre, ouais, environnement pro, vu que je bosse avec pas mal de publics différents, souvent j'ai pas mal d'équipes différentes selon les endroits où je travaille. Ouais. Et ouais, j'ai eu un peu des galères. Ouais, enfin même j'étais en cours aussi à cette époque et même en cours, enfin des remarques un peu Ah, de tes profs, profs qui ouais, étaient... Ah ouais, d'accord. ou ouais, des choses en mode c'est difficile de te genrer quand même comme il faut parce que enfin j'avais eu un truc en mode te genrer au féminin, enfin non, te genrer au masculin, c'est un peu comme lire bleu écrit en rouge quoi. Enfin Oh genre c'est putain, la compliqué. comparaison. Sachant que j'essayais vraiment de faire ça de manière le plus pédagogique possible, enfin la plus pédagogique possible. Hmm. J'avais envoyé un petit livret avec des ressources et tout par PDF en disant voilà, je suis une personne à l'époque non binaire, je me genre comme un garçon, quoi, en faisant des petits exemples de phrases, genre vraiment simples. Ouais, de manière extrêmement pédagogique, prendre le temps d'expliquer, avoir la patience et tout, alors qu'en fait, les Et gens les font pas personnes, ouais. d'efforts, quoi. Ou genre, tu penses pas que c'est à cause de ta transformation que il y a des choristes qui ont arrêté la chorale et tout et heureusement, il y a des super collègues qui sont là en mode non, ça n'a rien à voir, je vois pas pourquoi vous parlez de ça. J'avais demandé à du coup, une de mes responsables, bah, est-ce que, tu peux, dire aux autres, membres de l'équipe que je me genre au masculin, que, on m'appelle plus par mon dead name mais Ali et tout. Sachant qu'en plus de ça, vraiment, Ali, c'était mon surnom de partout avant parce que c'est genre le diminutif de mon dead name. Donc vraiment, les gens, ils avaient pas un effort immense à faire C'est clair. et du coup, elle m'avait dit: «Ben, je vais pas me battre avec les gens pour qu'ils te genrent comme il faut. Moi, je te genrerai comme il faut, mais je vais pas me battre avec eux pour qu'ils le fassent, quoi». Et j'étais là: «Bah, c'est ton travail, non?» Enfin, Ouais, c'est genre clair. Puis je suis sûre que c'est en plus la personne qui te genrait pas comme il faut et qui faisait pas l'effort de bien te genrer, quoi. Donc, Vraiment et je me souviens aussi, bah, justement, en avoir parlé avec Imas, à cette époque, et ce truc de, c'est fatigant, en fait, de ouais, devoir tout le temps se justifier. Tu fais des coming out toute la journée, ouais, c'est une surtout, charge mentale de folie, quoi. quand t'as pas, quand ton genre paraît pas binaire, je pense que c'est vraiment d'autant plus, compliqué. Hmm. Mais ouais, enfin vraiment ce truc de les gens, plutôt que de se dire mince, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, ils vont être là, oh, en même temps, pas facile, hein, tu nous compliques bien la vie, hein. Et je suis là en mode, tu peux pas accepter 2 secondes que tu te sois trompé, c'est ok, genre, je vais pas te mettre un couteau sous la gorge.
Il y a un truc que j'ai trouvé hyper chouette quand on s'est rencontrés la dernière fois, c'est que tu m'as partagé le moment où tu as fait ton coming out auprès de tes proches et c'était via une comédie musicale que tu avais écrite. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors ouais, Je crois que c'était au Café Rosa d'ailleurs que tu avais fait une alors c'était pas représentation. vraiment mon coming out auprès de mes proches. Enfin, en tout cas, il y en a certains à qui j'en avais déjà parlé, mais je Ouais, pense que ça leur a fait un peu plus, capter le truc. Mais ouais, c'était une, comédie musicale, du coup, qui parle, de genre, mais qui parle aussi, de santé mentale et d'inceste. ok. Voilà, on est sur On un truc, est sympathique. bien. Je l'ai monté avec des copaines Mm. et on voulait faire un truc qui parle de ces thèmes-là, qui, interpelle les gens, mais qui soit pas non plus trop plombant. Ce Le qui était un bel défi. enjeu, ouais, c'est clair. Mais en vrai, je pense qu'on a plutôt bien réussi. Il y avait vraiment, cet enjeu de pédagogie que j'aime bien mettre un peu de partout parce que, Mm. j'aime pas, me dire que je fais un truc qui est élitiste ou alors qu'il y a un seul, public qui va comprendre ce que je dis et que tous les autres vont être là en mode: «Ah, OK, super». Ouais, c'est vrai que ça, je l'avais vu à ton concert à Craspec, au Craspec, pardon. T'expliquais quand même, entre tes chansons, tu prenais le temps d'expliquer les termes, les pronoms et tout. Donc, il y a vraiment un côté. On peut aller à ton concert et emmener quelqu'un qui est absolument pas sensibilisé à ça. Il va apprendre des trucs. Bah, c'est surtout que je me dis que si les gens, ils comprennent, ils se sentent pas exclus, donc ça crée pas une espèce de haine ou d'incompréhension de se dire, Ouais, de rejet, quoi. ouais, Ouais. genre en mode, ouais, mais ils sont qu'entre eux et tout, enfin, que les gens pensent qu'il y a une espèce de communautarisme là-dessus, en tout cas. Mm. Et du coup, bah, en fait, tu leur expliques avec des mots simples, ils sont là: «Ah c'est bon, j'ai compris» et la plupart du temps, les gens sont quand même assez OK, enfin, genre, Ouais. ils ont pas de problème avec ça, tant qu'ils comprennent et qu'on leur dit les choses, globalement. T'avais mis combien de temps à écrire cette comédie musicale? En gros, j'ai mis 2 ans à l'écrire Ok. parce qu'il y a des chansons que j'avais écrites il y a plus longtemps, j'ai rassemblé des trucs et tout, Mm. mais j'avais vraiment envie d'écrire un truc qui parlerait, de l'histoire des femmes de ma famille, Ok. de base et je savais pas comment le faire. Je me disais, les femmes de ma famille, elles sont trop, incroyable, trop drôle et tout et j'avais trop envie d'écrire un truc sur elle en mode, faut que les gens ils connaissent, cette histoire-là quoi parce que Mm. on montre pas assez des femmes qui ont une personnalité. Genre, enfin c'est une dinguerie comme les personnages féminins, quand ils sont écrits, et Ah, notamment par des mais hommes, stéréotypé de fou, hein. enfin genre, la douceur, et la sensibilité, Mais c'est là, vraiment pas ça c'est quoi. hyper drôle. J'ai un cours à la fac de musique et cinéma. Et effectivement, tu vois, dans différentes esthétiques, il y a vraiment un modèle musical associé au genre. Et ce truc aussi, bon, que les meufs, de toute façon, elles ont toujours le même genre de rôle en mode ouais, nous, on tient que à une histoire d'amour. Et quelque chose de très beauté fatale. Enfin, c'est. On savait que c'était genré et sexiste, mais là, de se rendre compte à quel point c'est systématique, t'es en mode ah ouais, ben même un film des années 50 ou un film de 2014, bah c'est la même chose. Allez, super. Ça me fait penser que dans le cadre de mes cours au CFMI, on devait faire un enregistrement qui mélangeait, des enregistrements de gens qui parlent de l'extérieur avec, de la musique et à cette époque, pour la comédie musicale, j'aimais bien, faire parler ma mère, ma grand-mère et mes adelphes. Du coup, je les avais enregistrés, je leur avais demandé: «C'est quoi pour vous être une femme?» Stylé. C'était super intéressant. Ma mère, c'est quelqu'un qui, était plus pendant un moment dans le stéréotype de ce qu'on attend d'une femme. Ouais. Aussi parce que, c'est des codes avec lesquels elle était à l'aise. Ma grand-mère, c'était, plus vieille école, mais à côté de ça, elle est quand même hyper ouverte à plein de thèmes, notamment la Mmh. transidentité, j'aurais pas pensé. Et par contre, mes adelphes, genre, elles ont pas leur langue dans leur poche, quoi. Genre, Ouais. elles parlent super mal, genre, vraiment, c'est pas le cliché de féminité, trop mignon et Ouais, tout. ouais. À la fin, je fais écouter ce truc-là, en classe, donc on était un petit groupe, on était genre 9 et le prof, il était là: «Bah, dis donc, j'aimerais pas, être dans un repas de famille, dans la famille d'Ali, hein, parce que, ah là là, les hommes, on les aime pas, hein». Et j'étais là en mode, «Tu es drôle, toi». Je trouve ça trop cool, effectivement, ce truc transgénérationnel où tu vois un peu l'évolution quand même. Ouais, de Et fou. t'es en mode merci d'être dans ma génération. Et effectivement, la génération de nos mères, c'est vraiment un truc un peu spécial, je trouve, parce qu'il y a ce côté de ouais, il y a eu le droit de vote des femmes, oui, elles ont le droit d'avoir un compte courant à côté de celui de leur mari. Maintenant, on est toutes super égalitaires aux hommes, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que elles ont été dans un truc en mode un peu mécanisme de survie, je pense, parce qu'il n'y avait pas forcément l'espace d'en parler ou enfin voilà, une Oui. forte auto-persuasion que
oh mais non, le sexisme, ça n'existe pas tellement. Ah non, mais les violences sexuelles, enfin vraiment, pour moi, c'est encore plus marqué que la génération de nos grands-mères, quoi. Nos grands-mères, je pense, c'est en mode, elles en ont conscience, elles avaient pas le choix, mais tu vois, elles ont un côté un peu plus consciente, quoi. Oui. Moi, la génération de ma mère, je vois vraiment ce truc de, on n'en parle pas, on fait genre que ça n'existe pas, alors qu'on sait que ça existe parce qu'on l'a subi nous-mêmes, quoi. On en parle même pas entre nous, en fait, ou Ouais, alors très peu. exactement. Exactement. Moi, je sais aussi que de mon côté, dans ma famille, il y a des trucs où tu apprends très tard sur des violences sexuelles et que ça restera toujours tabou et que les personnes concernées, elles le sauront jamais, quoi. Il y avait un autre truc un peu plus fun qui m'avait fait trop rire aussi, c'était j'avais demandé à mes grands-mères de me parler de leur premier amoureux. Et ça, trop fun parce que mes grands-mères, elles parlent pas du tout de... Enfin, elles parlent pas d'elles déjà, je crois. Et puis, encore moins de leurs sentiments. Et ma grand-mère, elle avait été trop mignonne. Genre, elle m'avait dit... oui, ben à cette époque, j'allais au bal avec des copines. Et elle dit, moi, j'adorais danser la Java. Et il y a un garçon qui m'a un peu plu. Et quand on est parti du bal, on s'est tenu la main, tu vois. Oh, Et j'étais là en mode... c'est trop Ah, chou. c'est tellement mimes. Histoire qui n'a pas fini un mariage d'ailleurs, parce que le mec en question n'avait pas suffisamment de terre. Oh Donc je suis en mode, merde. putain, à la fois je me dis c'est vieux, mais à la fois ma grand-mère elle est toujours là, tu vois. Donc je Oui. me dis, putain, c'est un délire. Mais en tout cas, c'était trop mignon, je trouve. Enfin, c'est hyper important, je crois, d'interroger effectivement différentes générations sur ces questions-là qui sont plus ou moins fun. Du coup, ouais, donc t'en as parlé dans ton spectacle de ça, un peu de tout ce qui est un peu amour, un peu Ouais, vie personnelle, autant un peu transgénérationnel dans ta famille. ben, c'était vraiment ce truc aussi justement de briser le tabou parce Ouais, que jusqu'à mes 17 ans, j'ai vécu avec mes 2 parents et en fait, mon père, c'était quelqu'un de très violent, ok. avec, ma mère et mes sœurs, on a subi des violences pendant des années, des années, des Mhm. années et on l'a gardé vachement secret et en fait, la vie continuait et c'est ça qui était le plus terrible, c'est que, il y a un moment, mes parents se séparent, donc on finit par vivre, qu'avec ma mère Ouais. et en fait, grosse dépression et tout parce que, bah, genre, il y a tout le Contre-coup qui vient. ouais, le Ouais. contre-coup qui arrive. Toute la dissociation que tu fais pour survivre et une fois que Exactement. t'as plus besoin d'être mécanisme de survie, ça s'effondre, quoi. Ben, justement, ça me fait beaucoup penser au livre de Talma Desta, qui s'appelle, La fin des monstres, qui parle de transidentité, qui est Ok. trop, trop bien et tout petit en plus, à lire et dedans, vraiment, une de ses premières phrases, c'est en mode, «J'ai toujours eu très conscience d'être une fille», alors que c'est un mec trans. Mhm. J'ai pu être un homme juste au moment où, j'ai été assez en sécurité pour pouvoir me découvrir moi-même, en fait et Ouais. c'était tellement ce Ok. truc de quand t'es dans de la survie, tu peux pas réfléchir à: «C'est quoi mon identité?» Non, tu dois penser à: «Faut que je survive, Oui, faut que c'est quoi les tes gens autour de moi besoins, c'est survivent». quoi. Puis t'as l'impression que tu peux sans doute pas être ce que tu es et t'auras toujours l'impression aussi que c'est de ta faute parce que quand t'es une victime, c'est C'est quand ça. même le premier symptôme des victimes. Et du coup, c'était vachement ce truc de, bah, en fait, je suis, avec ces secrets-là qui sont très lourds, je peux pas en parler et du coup, qu'est-ce que j'en fais? Enfin, ça a toujours été un peu ça et le spectacle, il est venu après ça parce que, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'en fais?» Ben, je vais écrire, en fait. Ouais, ça a été ton exutoire. C'est ça et notamment, il y avait des choses, qui concernaient, ben, du coup, mes sœurs, des trucs qui concernaient, ma mère, sur son enfance et tout, enfin, genre des trucs assez deep parce on vient d'une histoire assez, ben, assez sordide, mine de rien. Et en fait, ouais, j'avais juste envie de faire sortir ça, donc j'en ai Mhm. parlé à ma mère, mes sœurs, elles étaient OK, je leur ai fait lire le truc et Ouais, tout. j'allais dire, est-ce qu'elles étaient au courant avant de venir Oui. assister? Parce que je suis en mode, putain, Ah si non, elles non, savaient sinon pas, trop ça a bien. dû être vraiment un peu choquant, quoi. Ma grand-mère était pas au courant et elle a pas trop kiffé, du coup, mais bon. Quand j'ai fait le spectacle, tout le monde était en larmes et tout, Bah, mais tu ça m'étonnes. fait vraiment sortir un truc et ça a ouvert le dialogue, en fait, aussi, Dans ta famille? dans ma famille, mais pas Ouais. que. Ah, purée, c'est Putain, fou. j'aurais pas pensé que un petit spectacle que j'ai écrit comme ça, genre puisse, Ouais, ouvrir la parole, après, quoi. le terme petit spectacle, vu tout ce que tu as dû aborder et ce que tu as dû Bah, construire, je sais pas si petit petit dans le c'est sens le où mot. petite ampleur, tu vois? Ouais, Enfin, genre, j'ai écrit ce truc, comme ça, la mise en scène, on l'a fait entre copaines, ouais. enfin, Tu à ce moment-là ou t'as fait ouais, que écri enfin que, tu écrit et j'ai interprété aussi parce que du coup, il y avait 5 rôles, ma mère, ma grand-mère et mes adelphes et moi. Ouais, c'était vachement puissant de faire sortir tout ça mmh. avec, des copaines, auprès de moi et tout et ouais, de se dire, «C'est bon, j'ai plus honte maintenant», genre, Ouais, ça a été vraiment un peu l'aboutissement de c'est ça, oui, «j'assume mon identité», quoi. de fou. Dans toute sa complexité, autant ton histoire que ton identité de genre, que l'histoire de ta famille. Yes, carrément. Et est-ce que tu crois que tu le reproduirais ce spectacle ou ça a été un peu, à ce moment-là, il y en avait besoin, ça t'a permis de faire plein de trucs, mais aujourd'hui, tu serais pas forcément
dans l'envie de le refaire? Dans l'idée, j'aimerais bien qu'il soit rejoué, mais pas forcément joué dedans, parce que du coup, j'ai mué, donc je serais incapable de chanter ce que je chantais avant. Ouais. Et puis, je pense que c'est un spectacle qui peut être utile, dans le sens où justement, on parle de toutes ces thématiques-là qui sont importantes. On essaie de faire de la pédagogie, on essaie de faire ça de manière drôle, mais aussi impactante. Mmh. Du coup, je pense que ça pourrait bien marcher, et notamment peut-être dans les lycées, des trucs comme ça. Ouais, c'est exactement ce que je pensais, ouais. Parce Mais que, en vrai, ça nous montre quand même la puissance de l'art, et autant pour celles qui l'interprètent, autant pour celles qui l'écoutent, je crois. Donc, je pense que, ouais, c'est quand même super important de pouvoir mettre ça en avant. Et en tout cas, tout ce que tu fais, tout ce que tu chantes, que ce soit autant dans cette comédie que les chansons que tu as enregistrées, franchement, elles apportent de la douceur, je pense, à beaucoup de personnes. Donc, merci d'écrire et merci de faire tout ça. Merci d'écouter, parce qu'on fait pas grand-chose en écrivant tout seul. Enfin, j'ai été trop heureuse, en fait, de découvrir ta musique et puis de te rencontrer. Et je trouve que c'est un super moyen pour aborder des questions qui peuvent être parfois un peu... c'est pas difficile, mais qui sont, pour des personnes qui sont pas sensibilisées, ça peut paraître une montagne. Et la musique, c'est un petit laisser-passer qui est un peu plus simple que le dialogue entre deux personnes. Des fois, j'oublie qu'il y a des gens qui connaissent pas de personnes Ouais, trans. bien sûr. Ouais. On en parlait avec ma coloc le jour. Elle me dit, ouais, je parlais avec un pote, et il me dit, ouais, je connais pas de personne trans. Je fais, mais tu vis dans un trou. Puis après, elle me fait, non, mais en fait, nous, on traîne Ouais. avec beaucoup de personnes trans, parce que quand on est concerné ou qu'on a des potes qui le sont, en fait, on rencontre d'autres personnes Forcément, qui le ouais, sont. c'est une question de sensibilité. Mais en fait, il y a plein de gens qui connaissent pas de personnes trans, ou alors qui ne savent pas Mmh. qu'ils connaissent des personnes trans, parce que on n'est pas forcément out Ouais. quand on est trans. Et genre, juste montrer bonjour, on existe et on est des êtres humains normaux, ça fait parfois beaucoup. J'aime toujours bien demander à la fin de l'interview si tu devais recommander un ou une artiste à lire, écouter ou regarder, ça serait qui? Si je reste sur une personne transmasque, Thelma Desta. Ok. Le livre La fin des monstres, vraiment, il est trop chouette, et ça parle vraiment de son parcours de transition, Hmm. son coming in, comment être une personne trans, comment évoluer. En plus, il relationne avec une meuf trans aussi, donc ça parle aussi un peu de transféminisme. C'est très intéressant. Ça parle pas trop de non-binarité, c'est le seul truc. Mais gender fluid, du coup. Ouais, Oui. on mettra les deux refs dans la description. Mais ouais, si je devais conseiller un livre à lire, ça Ça serait serait ça. celui-là, ouais. Je recommande vraiment d'aller écouter ta musique, en tout cas sur les plateformes. On mettra un lien. Encore plus en live pour celles qui sont sur Lyon, parce que franchement, c'est vraiment trop bien. Le podcast, il va probablement sortir début mars. Est-ce que tu as un peu des dates de prévues dans cette zone-là de l'année? Ouais, je vais jouer pour le 8 mars déjà. Stylé. Avec Lié, ça fait la 3e fois que je rejoue avec LE à ce moment-là, pour l'After Manif. Trop bien. Et aussi, je vais jouer pour les 24 heures du mot avec le Festival des Chants de Mars. Et en gros, le concept, c'est qu'ils choisissent 24 artistes. On est tiré au sort. On doit faire des petits groupes de 3, et on doit écrire une chanson en 24 heures et en faire un spectacle le lendemain. Donc j'ai trop hâte. Allez, c'est speed. C'est ça. Trop chouette. T'as pas des petites dates à tout bout de champ J'ai la finale du tremplin Ouais, qui c'est ce sera qui au me mois de juin, semblait. du coup, le 15 Ouais. juin, au théâtre Comédie Odéon. Ouais, en général, c'est là-bas qu'ils le font. Trop Et, cool. ça va être chouette aussi. Et ben, on viendra écouter et te soutenir. Trop chouette. Merci pour ce moment et merci de nous avoir partagé tous ces mots. Merci à toi et merci à vous, du coup.